Bonsoir à toutes et à tous. Par avance, je m'excuse de la qualité audio-vidéo de cette vidéo. Malheureusement, je n'ai pas pu vraiment faire mieux, hein. Je suis avec les moyens du bord, n'est-ce pas? Voilà, donc cette vidéo en l'occurrence va concerner les services publics. Parce que vous savez que donc actuellement l'actualité est donc aux grèves SNCF, n'est-ce pas, hein, avec l'ensemble des personnes qui prennent le train et qui se plaignent. Voilà, de ce qui pourrait se passer à l'avenir, de ce qui se passe actuellement, et du fait que du coup ils ne veulent pour beaucoup certainement pas basculer dans le tout privatisé, n'est-ce pas? Et ça se comprend, parce qu'effectivement, de plus en plus, nous avons nos services publics, hein, que ce soit les télécommunications avec Orange, que ce soit la Poste, que ce soit l'électricité avec EDF ou encore d'autres, qui sont du coup soumis à concurrence privatisée, disons. Alors, pour moi, le problème dans l'histoire est qu'en fait, nous sommes en train de nous tromper de combat. Effectivement, nous avons donc actuellement la SNCF qui était en passe d'être privatisée, mais la grosse question c'est non pas qu'est-ce que ça va engendrer, parce qu'effectivement, bon, il va y avoir une remise en cause du principe du monopole de la SNCF, il va y avoir remise en cause du statut des cheminots, etc. D'accord. Mais dans tout ça, pour moi, le principal problème, c'est que nous sommes tous en train, en termes de conséquences bien sûr, de nous fighter les uns contre les autres. Hein, avec l'histoire de ces fameux soi-disant avantages, hein, un dû que ces personnes peuvent avoir, alors qu'en réalité, ces personnes se sont battues pour ça. Mais bref. Pour moi, il faut surtout réfléchir à pourquoi la privatisation. Alors vous me direz parce que c'est imposé par l'Union Européenne. Ça, c'est ce qui est expliqué dans les médias de masse, genre TF1, France 2, etc. C'est demandé par l'Union Européenne. Mais en réalité, euh, ça cache, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que le principal souci est que, si on regarde sur un très large scope, hein, l'ensemble des services publics qui ont été privatisés ces dernières années est en fait un résultat d'une liste qui a été soumise par la France au niveau de l'OMC pour tout ce qui est liste de services publics à privatiser. Alors vous me direz qu'est-ce que l'OMC vient faire là-dedans. Alors il faut savoir que en 1994, un accord international a été signé, incluant la France, sachant que cet accord global est constitué de 4 accords majeurs, 4 accords fondateurs, dont celui pour les tarifs douaniers et le commerce, qui est le GATT. Vous trouverez une vidéo dans laquelle François Mitterrand parle du GATT avec les conséquences pour l'agriculture française, sachant qu'il est sur le site de l'INA. Et un deuxième accord qui concerne les services publics. Alors, c'est surtout les services en eux-mêmes, mais derrière, la notion de service public est assez floue. En fait, quel est cet accord? L'accord, c'est l'AGCS, Accord Général ou Global sur le commerce des services. Alors, cet accord, il a pour but, en fait, de libéraliser les échanges de services. Et donc là, je suis sur Wikipédia, n'est-ce pas? Selon ses promoteurs, cela vise à apporter une utilisation plus efficace des moyens de production en favorisant l'avantage comparatif plutôt des pays concernés, tandis que les détracteurs y voient une menace pour l'universalité des services publics. Nous sommes en plein dedans. Alors, moi, il faut savoir que cela fait un peu plus de 10 ans maintenant que je travaille en ce qu'on appelle en délégation de services publics, donc dans une entreprise privée, mais qui travaille pour la communauté, en l'occurrence donc une communauté de communes. Et donc je connais bien les problèmes liés justement à ces privatisations, donc avec les problèmes de coûts, les problèmes de maintenance, les problèmes liés aussi à une sous comment dirais-je euh, un manque de recrutement de personnel et aussi du coup par là même à une surutilisation, donc à la limite un burn-out du personnel en place. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'ensemble de ces métiers sont pour l'essentiel très techniques
et qu'ils ont donc besoin de personnel qualifié. Mais que pour beaucoup, cela requiert aussi du coup de fonctionner en 3.8 et dans d'autres modes de fonctionnement qui sont assez contraignants. Mais je m'éloigne. Donc revenons à la GCS. Alors la GCS, quel est le plus gros problème? Parce qu'effectivement vous me direz, Orange a été privatisé, après tout ça a permis de baisser les prix et d'avoir des meilleurs services, comme par exemple de pouvoir avoir des forfaits qui proposent plus pour moins cher. Ça a permis de pouvoir mettre en concurrence Orange avec Free, de pouvoir aussi créer Bouygues, etc. avec SFR, de pouvoir vraiment créer une espèce de compétition entre entreprises et donc par là même de pouvoir proposer aux consommateurs des meilleurs tarifs avec des services un peu plus importants. Ça a permis aussi, par exemple, de pouvoir peut-être payer son eau moins cher. Ça a permis de peut-être aussi pouvoir baisser le prix de la fourniture d'électricité, etc., etc. Donc effectivement, il y a des avantages, mais je dirais que ce sont des avantages qui sont de l'ordre de l'image, qui sont de l'ordre de ce que l'on montre. Mais lorsque l'on regarde l'envers du décor, on se rend compte que tout cela se base sur une infrastructure vieillissante, avec par exemple des installations comme des stations d'épuration. Ce ne sont pas des secrets, les stations d'épuration, les réseaux d'infrastructures, réseaux ferrés, les réseaux d'eau potable, tout ce qui est les infrastructures comme les routes ou comme, comme la téléphonie ou autre. Tout ça, ce sont des équipements qui ont été construits et qui ont besoin d'être rénovés, ce qui semble normal, tout s'use, n'est-ce pas? Donc ça a besoin d'être rénové. Et le personnel aussi a besoin d'être payé en conséquence. Il a besoin aussi de pouvoir proposer aux consommateurs et bien sûr à la communauté, en global, au pays, etc., quelque chose, une prestation qui soit vraiment saine et qui soit vraiment en lien direct avec ce qui est attendu. Parce que sinon, effectivement, la collectivité ne va pas être contente. Maintenant, quel est le gros problème? C'est que dans tout ça, le service public en lui-même, à l'échelle d'un pays, peut être divisé en deux parties. On a d'un côté les services qui sont régaliens, c'est-à-dire normalement gérés par l'État. J'entends par là les pompiers, la police, l'armée. Ça va être aussi tout ce qui est hospitalier, donc autrement dit les services de soins, services de santé, etc. Et en l'occurrence, là où le flou arrive, c'est lorsque justement il y a une forme de coexistence entre services gouvernementaux et services privés, comme par exemple l'assurance maladie mutuelle, les écoles, les universités et grandes écoles, etc. Et justement, il y a un gros problème parce que là où nos dirigeants se disent que c'est tant mieux, ça permettra de pouvoir améliorer les choses, de pouvoir proposer quelque chose de meilleur, quand on voit l'envers du décor, eh bien c'est, je dirais pas grosso modo un inverse, mais c'est plutôt une course à la rentabilité. Alors, malheureusement, cette course à la rentabilité est telle que, dans l'histoire, c'est toujours la population en elle-même qui en voit les effets, et ça peut être sur 10, 15 ans, 20 ans, parce que malheureusement, eh bien, les choses ne sont pas sues tout de suite, les choses ne sont pas connues tout de suite, et que parfois les procès peuvent durer des années. Donc pendant ce temps-là, eh bien, il y a de l'argent qui est engrangé, il y a des problèmes avec le matériel, des problèmes parfois même avec l'environnement, bien sûr, tout en respectant la loi, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir des soucis parce que, eh bien, les matériels ne sont pas forcément remplacés. On a vu l'exemple avec Bretigny, on a vu aussi l'exemple avec Orange, où justement les réseaux sont entretenus comme ils le peuvent, et on a vu ce que ça avait donné avec des vagues de suicides, avec des cadres qui ne pouvaient plus assurer les choses. Avec, bien sûr, dans ces cas-là, qui dit pression à la rentabilité, dit problématique de pouvoir toujours jouer sur des petites marges de manœuvre par-ci, par-là, pour arriver à dégager le maximum du cash, le maximum de rentabilité. Donc ça va être par exemple de mettre en œuvre ce qu'on appelle le lean management, ou de mettre en œuvre par exemple des achats groupés, ou de mettre en œuvre par exemple
un traitement en flux tendu. Hein, toujours cette espèce de remplacement de bout de chandelle, n'est-ce pas? On va toujours faire pour trouver le petit truc qui va faire que ça va durer légèrement plus longtemps. Alors heureusement, toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. Heureusement. Maintenant, il est un fait que dans certaines collectivités, tout le monde ne régit pas de la même manière. Alors, en parlant de collectivités, il existe en France et dans le monde, en Belgique par exemple, mais en France surtout, en tout cas de ce que j'ai trouvé, ce que l'on appelle des zones hors AGCS. Alors, c'est bien d'un point de vue image, parce que par exemple, la région parisienne s'est déclarée zone hors AGCS, donc elle a tendance à ne pas vouloir justement se tourner vers le service privé, c'est-à-dire via la délégation de service public, pour faire des choses. Mais il est un fait que d'un point de vue juridique, ça n'a strictement aucune valeur. Ça n'a qu'une valeur d'un point de vue moral. C'est juste pour se dire je suis contre. Mais c'est comme des manifestations. Les manifestations ne sont qu'un moyen de dire je suis contre. Mais en l'espèce, ça ne servira à rien. Si ce n'est peut-être à faire quelques lignes dans le journal. Donc en l'occurrence, pour moi le principal problème c'est que nous sommes tous avec cette espèce de combat pour quelque chose. Alors oui, c'est un combat qui est sain, parce que du coup, effectivement, ça permet de se faire entendre. Mais qui prend la décision finale, ce n'est pas nous, ce n'est pas le peuple. Ceux qui prennent les décisions finales sont ceux qui sont à pouvoir signer les choses. Donc, en l'occurrence, qui a le pouvoir de faire ça? Au niveau de la France, personne. Il faut bien comprendre que la personne qui gère tout cela n'est pas le président de la République, ce sont d'autres personnes, et les listes en elles-mêmes, les listes sont gérées par un envoyé de l'Union Européenne qui a un rôle d'ambassadeur auprès de l'OMC. Donc ça veut dire que la seule façon dont nous pourrions combattre réellement cet accord, donc ce fameux AGCS, ce serait soit de pouvoir le dénoncer au niveau de l'OMC, j'imagine d'ici la bronca des services financiers, n'est-ce pas? Soit de pouvoir aller au niveau de l'OMC et dire nous ne sommes plus d'accord avec ça, sauf que là en l'occurrence nous risquons d'avoir des problèmes avec ce qu'on appelle l'ORD, organe de règlement des différends, avec les pays qui vont se retourner contre nous pour dire nous voulons des indemnités d'un point de vue purement moral ou commercial, n'est-ce pas, pour tout ce que ça va engendrer comme perte en bénéfice. Et bien sûr, au niveau de la population, ça va faire la bronca générale parce que les personnes auront peur, comme avec l'histoire de la sortie de l'euro, n'est-ce pas? Alors, dans tout ça, il faut surtout que le public soit éduqué à connaître tout ça, à se renseigner et écoute plus attentivement les personnes qui parlent de l'envers du décor. Et pas uniquement de tous ceux qui parlent pour se faire bien voir dans les médias et qui, en l'occurrence, ne vous disent que ce qu'ils connaissent de base, mais qui n'ont pas forcément appris en tout. Qui ne causent pas l'envers du décor. Alors je sais que cette vidéo pourrait m'amener à être mis de côté, à avoir une campagne de diffamation, etc. Je m'en doute. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Les entreprises, ou en tout cas le gouvernement, ne va pas laisser faire parce que ce n'est pas dans son intérêt. Bien sûr, toute une économie qui est basée sur le service, n'est-ce pas, service à la personne, le transport, les télécommunications, l'énergie, etc. Si tout ça s'arrête du jour au lendemain, comment fait-on pour vivre? Vous avez déjà réfléchi à ça? Ça nous semble tellement normal, voilà, d'ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau qui coule, d'allumer la lumière. Ça nous semble tellement normal de prendre le train tous les jours, même si elle est en retard, n'est-ce pas? Ça nous semble tellement normal d'avoir les infrastructures pour regarder Internet, etc. Tout ça nous semble tout à fait normal et logique à avoir. Et pourtant, c'est un luxe. Quand on regarde dans d'autres pays, ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas, en tout cas pas à cette échelle. Et en l'occurrence, nous avons le luxe d'avoir accès à tout ça et de pouvoir payer des impôts pour avoir de l'État qui s'occupe de plein de choses, mais à côté aussi d'avoir quand même un service public qui marche. Il ne faut pas l'oublier. Donc nous avons la chance d'avoir tout ça. Alors maintenant, pour faire que ça marche, il faut s'associer tous ensemble et dénoncer cet accord. Alors maintenant, il ne tient qu'à vous d'en tirer des conclusions. Merci beaucoup à vous. Au revoir.